Bonjour à tous, je suis avec Roland Lehoucq et Claudie Aigneret qui sont en pleine discussion. Je suis désolée de vous couper. Non, on arrive. Florence. Alors Roland Lehoucq et Claudie Aigneret qu'on ne présente plus mais que je vais présenter quand même. Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA et Claudie Aigneret, astronaute de l'Agence spatiale européenne. Entre autres, je vais pas refaire vos pédigrés à tous les deux parce qu'on en aurait pour un quart d'heure. Alors on va poursuivre la discussion qu'on a eue sur la conférence qui essayait de mêler science-fiction et société. Alors la première question est pour vous Claudie. Vous faites partie d'un projet à l'Agence spatiale européenne, une vision qui est ce village lunaire. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu ? Alors c'est pas tout à fait de la science-fiction par rapport à ce qu'on évoque. Voilà, c'est une vision dont j'aimerais bien qu'elle puisse aboutir, qu'il puisse y avoir une adhésion à ce type de projet. C'est cette idée effectivement d'implanter sur la Lune une infrastructure permanente qui permettrait à la fois aux agences institutionnelles de poursuivre leur activité de recherche, de développement technologique, de préparer le futur des missions martiennes, mais aussi de pouvoir répondre à des intérêts de la société. De la société parce que le grand public et la jeune génération en particulier est tout à fait fan de l'idée de se dire qu'on peut envisager qu'une petite portion de notre humanité puisse travailler, vivre sur la Lune. Et puis aussi le secteur économique, parce que la Lune, elle est toute proche de la Terre, elle est à 3 jours de distance. Il y a de l'énergie, il y a des ressources, il y a des formes d'une économie de la banlieue terrestre, je dirais. Et que donc, le monde économique spatial habituel, mais le monde économique, l'industrie non spatiale, a aussi cette ouverture que représente cette infrastructure permanente sur la Lune. Et puis l'idée d'un village, c'est l'idée de vivre en communauté, en solidarité, en pensant, et c'est une ouverture très très internationale avec tous les partenaires. Oui. Aujourd'hui, la Station spatiale internationale, vous le savez, il y a 5 grands partenaires. Oui. Et puis on a par exemple le programme chinois d'exploration habitée qui aujourd'hui sont sur 2 voies parallèles mais qui ne se sont pas encore mises complètement en synergie. Quand on pense le futur, même sans aller jusqu'à la science-fiction, bien évidemment des enjeux globaux de notre société, il faut les prendre en charge tous ensemble dans cet aspect global. Mais ça veut dire penser à comment on travaille ensemble quand on a des cultures différentes, quand on a éventuellement des agendas. Mais au lieu de se dire l'un exclut l'autre, au contraire, chacun contribue. Et c'est ça l'idée du village. Un village qui démarre tout petit et puis qui grossit parce que on a envie de s'y insérer, on a envie de faire bouger les choses. Et vraiment, quand on parle de redonner du merveilleux, de l'attractivité par des projets scientifiques et technologiques, ce type de projet est quelque chose qui me donne beaucoup de plaisir parce que beaucoup d'échanges de mails, de coups de téléphone avec des jeunes qui souhaitent être les architectes, les ingénieurs, les chercheurs, les juristes. Mais moi, si je peux participer d'une quelconque manière, j'en suis. Voilà. Je vous le dis, c'est officiel. Mais alors, du coup, ça en est où concrètement ? Est-ce qu'il y a quelque chose de signé ? Est-ce qu'il y a eu des accords avec des différentes agences spatiales ? Est-ce que, je pense aux Chinois qui vont beaucoup vers la Lune en ce moment, qui les intéressent beaucoup. Il y a des choses concrètes déjà ? Le mot concret est peut-être trop. Ce qui est concret, c'est le fait qu'effectivement, on en parle, on échange, qu'on a ces possibilités de rencontrer les partenaires chinois, par exemple. Il vient d'y avoir un congrès très important à Pékin. Donc, effectivement, mieux se connaître mutuellement et connaître ce qu'on peut faire en contribuant ensemble, c'est comme ça qu'il faut commencer. Donc, avec les agences institutionnelles, c'est une chose. Et puis, bien évidemment, en parler au monde économique, oui. On parlait au monde politique, là aussi. Moi, je trouve que c'est un superbe projet européen, l'Europe qui se propose, d'ouvrir un partenariat international, une possibilité de contribuer à un demain différent pour notre humanité. Donc, je trouve que moi, je porterais ça comme vision politique d'une adhésion européenne avec beaucoup de plaisir. Et puis, bien sûr, un public qui a cet appétit, qui a cette envie de continuer à explorer, à dépasser les limites qui sont celles qu'on connaît aujourd'hui. Bon, j'espère que ça va arriver très vite. Roland, toi, tu fais partie d'un projet qui veut envoyer une sorte d'échantillon de l'humanité sur la Lune. J'ai vu que tu faisais partie du board, comme on dit. Non, ça te dit rien. En plus, là, j'ai un trou de mémoire. La chaleur, pardon. Mince, j'arrive plus à le retrouver le nom.
Je suis désolée. Mais en gros, c'est une capsule qui veut envoyer des œuvres d'art, un petit peu de musique, un petit peu comme les sondes voyageurs. Le projet Sanctuary. Et le projet Sanctuary, merci. Désolée, voilà. C'est vraiment la chaleur. Du coup, c'est lié aussi à tes activités de passionné de science-fiction, de faire partie de ce genre de choses. Pourquoi tu as accepté de faire partie de ce projet ? Alors, ce projet Sanctuary, il est parti en fait du Google X Prize, du Lunar Google X Prize, qui était l'idée d'essayer d'un groupe privé envoie un rover sur la Lune, fait des images et les renvoie sur Terre. Donc, pas d'ambition scientifique, une ambition technique, mais de montrer que des privés peuvent faire ce que un pays entier a fait en 69, les États-Unis ont fait en 69 en envoyant un humain sur la Lune, mais des pays entiers ont envoyé des rovers, les rovers notamment soviétiques, qui ont été sur la Lune. Et il se trouve que nous, dans le projet Sanctuary, c'est d'utiliser, de se greffer sur une des équipes qui s'appelle les Part-Time Scientists, c'est PTS Team, qui sont des Allemands et qui eux participent dans ce projet-là. Et nous, de se greffer dessus pour y ajouter un élément à la fois scientifique, artistique, intellectuel, de mettre des disques comme ont été envoyés la plaque Pioneer, comme a été envoyé les disques Voyager, comme ont été envoyés des messages vers les extraterrestres. Et cette fois-ci, c'est de mettre sur ces disques, qui sont des disques de saphir, quelque chose qui est en train de se créer en ce moment. Là, on a une grosse année encore de travail pour créer ce que va être le contenu des disques. Et pour laisser là l'idée, le Sanctuary, de mettre là sur la Lune une manière de sanctuaire d'informations qui nous paraissent importantes pour qui ? Alors, une humanité du futur, des extraterrestres, qui on veut, mais en fait, la réalité vraie, c'est ça ne s'adressera qu'aux humains d'ici et maintenant. Comme souvent le fait, disons, la science-fiction, par le détour, par le décentrement, elle s'intéresse plutôt au réel actuel, d'ici et maintenant, plutôt qu'au futur lointain, sur d'autres mondes. Et donc, en faisant ça, il y a évidemment le pitch, c'est quand même de parler à une éventuelle humanité du futur, ou à des extraterrestres qui arriveraient, qui trouveraient ça sur la Lune, et qui ramasseraient, dire... Qu'est-ce qu'on va faire avec cet instrument-là archéologique ? Qu'est-ce qu'on peut faire d'archéologie de l'humanité avec ça ? Donc c'est d'une certaine façon l'ambition, disons, affichée, c'est de faciliter le travail d'archéologues du futur, qu'ils soient terrestres ou extraterrestres. Mais l'ambition réelle, c'est de parler à l'humanité actuelle, de l'humanité actuelle, par le biais des sciences, qui serait le seul public dont on est sûr, c'est les humains actuels. C'est une sorte de portrait de nous à un moment donné, quoi. C'est une sorte d'image, alors qui sera à la fois scientifique, mais pas que. On travaille avec une anthropologue, on a aussi des sciences molles, comme on dit, des sciences humaines. Les sciences humaines. Les sciences humaines et les sciences inhumaines, ou les sciences dures et les sciences molles, qui s'allient pour vraiment faire quelque chose qui soit à la fois scientifique, culturel, et qui soit évidemment qu'un sous-ensemble. On ne peut pas parler de tout, on ne veut pas faire Wikipédia sur la Lune, on ne veut pas faire une encyclopédie ultime de tout, ça n'a pas de sens. Il y a des choix qui sont faits, il y a évidemment des choix qui sont faits, et qui sont argumentés, et on aurait pu en faire d'autres, et qui permettront, par le biais de cet artefact, en fait, de parler de ce que nous savons maintenant de la Terre aux humains de maintenant, mais en prenant le détour et le prétexte d'une humanité future ou d'extraterrestres qui viendraient visiter la Lune. Et j'adore l'idée de l'archéologie du futur. Ah, mais moi je suis fan aussi. Et est-ce que justement ce serait une chose qu'on pourrait évoquer, enfin qui pourrait faire partie éventuellement du village lunaire, c'est-à-dire un endroit où par exemple travailler avec des artistes comme Space Invader dans l'ISS ou plus récemment Thomas Pesquet qui a fait une performance artistique dans l'espace. Est-ce que ce serait quelque chose à prendre en compte, ça, un travail avec les artistes pour un futur village lunaire ? Oui, bien évidemment. Cette vision, ce concept de village lunaire, il est très très ouvert. Le concept fondamental, c'est l'ouverture. L'ouverture à ceux qui veulent contribuer. Et bien évidemment, le monde artistique a des propositions. Parce que la Lune, ça fait partie de ce paysage symbolique qui a baigné toute notre culture. Donc bien évidemment, cette ouverture-là. Et je dirais, pour le rendre aussi accessible dès aujourd'hui, se dire que il y a déjà pas mal de sondes, il y aura des robots sur la Lune, ceux de Google Lunar X Prize vont envoyer des images. Donc on peut avoir une réalité augmentée par ces images et pourquoi pas au sol être déjà un petit peu des visiteurs de ce village. C'est même pas de la science-fiction. Ça, c'est possible de le réaliser avec les capacités immersives de réalité virtuelle et réalité augmentée dès aujourd'hui.
Moi, je rêverais d'y voir une toile d'Alexei Leonov, par exemple, sur la Lune. Ce serait plutôt cool. Donc, bon, ce qui reste pour l'instant du domaine de la science-fiction, c'est les missions martiennes habitées. Est-ce que vous avez des nouvelles de ce genre de projet? Parce que les États-Unis, ça a l'air d'être un petit peu compliqué. Est-ce que vous pouvez nous en dire des nouvelles, Claudie, ou est-ce qu'il n'y en a vraiment pas pour le futur? Vous savez que les agences, bon, je parle que de cet aspect des agences institutionnelles, se réunissent régulièrement pour essayer d'élaborer ensemble ce qu'on appelle la Global Exploration Roadmap. Voilà, donc une feuille de route globale avec l'ensemble des partenaires d'exploration. Et là, il y a différentes étapes. L'étape, celle qui est close, je dirais, c'est l'arrivée sur Mars, effectivement, avec une mission martienne. Entre-temps, il y a donc transformer l'utilisation de la Station spatiale internationale, ce qu'on appelle l'orbite basse, dépasser cette orbite basse en passant par la Lune. Alors pour l'instant, 6 lunaires autour de la Lune, avec ce qu'on appelle le Deep Space Gateway, qui est une espèce de hub qui permettra justement d'explorer d'autres lieux, en ayant en tête de poursuivre ce voyage vers Mars, Journey to Mars. Et bien sûr, la notion de se poser sur la Lune et d'y développer ce village lunaire fait partie des réflexions, peut être une étape. Donc on est toujours dans cette phase d'élaboration, mais on le sait bien aussi, rien n'est jamais complètement certain, décidé. Et effectivement, aujourd'hui, on a des partenaires chinois qui ont leur propre programme avec la destination lunaire comme une destination prévue dans les quelques années qui viennent pour l'homme. Et puis les partenaires américains qui considèrent les différentes options. Et puis voilà, je crois qu'il faut aussi qu'il y ait cette impulsion européenne pour se dire, on fait des propositions complémentaires, on se donne des moyens, voilà, c'est évolutif, mais les différentes options sont explorées. Alors pour moi, la mission martienne, à très court terme, comme on peut en entendre parler par justement des entreprises plus privées, Elon Musk qui en a fait des présentations. Déjà, moi, ce que je constate, c'est qu'on n'a jamais ramené un seul échantillon de Mars, donc on ne sait pas faire du retour martien, donc pour l'instant on sait éventuellement y aller. Et en tant que médecin physiologiste et connaissant un petit peu l'environnement hostile qui représente le spatial, il y a quand même encore des problèmes physiologiques importants. L'aspect radiation, bien évidemment, radiation cumulée, 18 mois de mission pour une mission martienne. Des problèmes médicaux, tout simplement. Quand vous partez sur une expédition de 18 mois qui doit suivre les lois de l'orbitographie et non pas revenir quand on souhaite revenir, s'il y a un problème médical en urgence, c'est un sujet particulier. L'autonomie dans la prise de décision de l'équipage. Donc il y a quand même encore pas mal de choses de butoirs qui font que, pour moi, c'est pas complètement accessible dans les 20 ans comme on semble nous le proposer. Dans ma BD, j'ai fait une BD sur un voyage sur Mars habité. Ça se passe en 2080, donc j'ai vraiment avancé la date. Et je suis partie du principe, c'est pas dit dans la BD, mais je suis partie du principe qu'on savait guérir le cancer. Tous les cancers. Voilà, mais bon, c'est mon avis de scénariste. Voilà. Mais Roland, justement, à propos d'Elon Musk, j'imagine que tu as suivi un petit peu ses grandes annonces. Il veut préparer des navettes interplanétaires entre la Terre et Mars. Donc lui, il s'occupe pas des infrastructures sur place, mais juste des navettes, du voyage, du trajet. Comment tu vois ça, toi, en tant que spécialiste de science-fiction, et puis même en tant qu'astrophysicien, parce que du coup, ça demande quand même les lois de la physique. Enfin, c'est quand même assez compliqué. C'est assez ambitieux, son projet. Oui, c'est un projet ambitieux, mais disons, pour dire les choses de façon un peu désagréable, c'est beaucoup d'affichage et il y a beaucoup d'étapes à franchir avant de faire ça. C'est-à-dire, si on veut faire beaucoup de navettes, il faut encore qu'il y ait 2 points à joindre. On va dire Terre et Mars, d'accord, mais il y a quoi sur Mars qui ait besoin d'être joint aussi fréquemment? Et voilà. Pour l'instant, il n'y a juste rien. Absolument. Bon, donc, si on fait ça entre la Terre et la Lune, on peut discuter. Un village lunaire, nécessitera des gens qui partent et qui reviennent, du matériel qui part et qui revient, des nourritures, des ravitaillements qui partent et qui reviennent. Donc là, on peut discuter. Un village lunaire et un système de navettes, on peut discuter. Donc ça me paraît beaucoup d'affichage et c'est comme le Hyperloop et comme le Starshot et tout ça. C'est intéressant parce que parce que c'est de la com, ça parle et c'est des gens très médiatiques, donc on parle de ce qu'ils proposent. Donc ça entretient, disons, une envie d'espace
qu'on pourrait maintenant l'espace ça se vend, hein. Enfin je veux dire ça se vend, il y a des fusées qui partent, elles n'explosent pas, ça se passe bien. Quand j'étais petit, les émissions de télé s'arrêtaient pour l'atterrissage de la navette, pour le décollage de la fusée, ça s'arrêtait. Mais j'aimerais bien que ce soit le cas encore. Maintenant c'est fini, maintenant c'est routinier. Donc pour entretenir cette envie d'espace, il faut des choses, donc ça y participe, mais ce que font aussi les agences, évidemment, ce que font aussi les agences spatiales, ce que fait aussi le cinéma hollywoodien, ce que font des œuvres de science-fiction, ça entretient cette envie d'espace. Et donc là, c'est vrai que les visions que peuvent proposer ces grands milliardaires, bon, moi j'y vois pas trop d'intérêt autre qu'entretenir la vision. Après, s'ils financent les agences spatiales pour faire le boulot, ça me va. Mais comme SpaceX. Voilà, mais fait avec je suis pas très sûr. Voilà, je suis pas très sûr qu'ils vont faire autre chose que utiliser ce que les agences spatiales ont déjà fait, finalement, pour vendre après un produit. Elon Musk a déjà fait autre chose. C'est le premier à avoir fait à ramener des premiers étages de fusées. Oui, non, mais ils font des choses. Mais encore une fois, ça va. On savait déjà le faire. C'est-à-dire, il faut travailler un peu. C'est pas pour minimiser l'effort qui a été fourni, mais c'est du jouable. On comprend ce qu'il y a à faire. Envoyer un humain sur Mars, on comprend ce qu'il y a à faire, mais on voit que c'est très difficile. Envoyer un humain et les ramener vivants, c'est encore plus difficile. Et mettre un système de navettes, c'est encore un autre niveau. Il faut s'être installé, il faut avoir une colonie martienne, c'est encore un autre niveau. Bon, donc ça, on en parle, c'est sympa, mais faut pas voir au-delà de ça. Ce que je peux rajouter à ça, c'est que je trouve une des vertus de ce que propose Elon Musk ou Jeff Bezos avec son delivery sur la Lune, c'est de donner envie et surtout de redonner ce goût de la prise de risque, de l'audace, d'entreprendre. Et ça, on en a besoin. Ah oui, absolument. Absolument. Dire, on n'a rien sans rien. Bien sûr, il faut travailler, mais on est dans une société de plus en plus frileuse. Donc voilà, pour sortir de cette frilosité, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, ça interpelle parfois quand même un peu nos classiques façons de penser. Donc penser un peu out of the box, ce qui peut faire émerger des solutions ou des scénarios qui n'étaient pas les scénarios privilégiés. Ce que je disais tout à l'heure un peu quand j'évoquais cette curiosité trop conforme, où en fait on se pose les questions de ce qu'on sait déjà un peu. Ou soit on a la réponse tout de suite, soit on ne veut pas sortir de la piste parce que c'est un peu suspicieux d'en sortir. Voilà, ça nous interpelle pour penser un petit peu différemment. Je trouve que ça, c'est deux vertus pas négligeables. Mais par ailleurs, il ne faut pas être fasciné par... Exactement, on ne peut pas être fasciné par ça et dire « il crie au génie ». Tant que rien n'est fait, de toute façon. Non, mais d'abord, rien n'est fait, mais même cryogénie. Pas cryogénie, crier Eugénie, je dis ça parce que la cryogénie, ça sert dans les fusées. Ça, c'est pour les spécialistes. Tout simplement parce qu'ils ne font que remettre sur la table des choses qui ont déjà été pensées avant dans un autre contexte. Donc ils n'inventent rien. En réalité, il n'y a aucune idée nouvelle. Le Hyperloop, il n'y a aucune idée nouvelle. Le voyage sur Mars, il n'y a aucune idée nouvelle. La Lune, il n'y a aucune idée nouvelle. Il n'y a aucune idée nouvelle. Donc, bon, ils sont gentils, mais ce serait bien s'il y avait des idées nouvelles qui étaient proposées. Donc ça les remet sur la table, ça les rend peut-être un peu plus concrètes, ça motive les gens, il y a un rôle de motivateur, il y a tous ces éléments-là qui sont importants, mais ça ne dépasse pas beaucoup ce niveau-là. De ce point de vue-là, c'est pas nettement mieux que la science-fiction, enfin que une belle œuvre littéraire ou scientifique ou cinématographique de science-fiction. Voilà, c'est un motivateur, ça indique quelque chose qui fait rêver et vers lequel on peut tendre, ça peut inciter des jeunes à se lancer dans une carrière scientifique ou technique en disant « c'est ça que je veux faire ». Pour les gens que je connais au CNES, la plupart des jeunes ingénieurs que je connais au CNES, j'en connais pas un seul qui n'est pas rentré au CNES en disant « moi, je veux faire Star Wars ». Après, c'est autre chose. La vraie vie est toujours différente du rêve. Mais il y a un moteur la réalité dépasse le rêve, disait Claudie, quand on arrive dans l'espace, finalement. Non, et simplement aussi se dire que la science, elle fait des progrès grâce à la communauté scientifique, grâce à sa démarche. Mais que la science, elle prédit pas ce que sera demain, elle nous permet pas, et que là, c'est au contraire, c'est la société ensuite de faire ses choix à partir des propositions scientifiques, à partir de l'impact que ces propositions auront sur notre société. Et là, c'est cette vertu de se dire aussi, la science, elle n'est pas réservée simplement à une petite élite dans une tour d'ivoire qui fait ses propositions, qui évalue entre pairs. Ça, c'est une partie, c'est le contenu. Mais après, l'utilisation de cette science, comment on la partage? C'est pas simplement de la produire, la science, mais c'est aussi de la partager et de faire que chacun s'en serve et que
des jeunes ou des moins jeunes puissent aussi être dans une démarche de participation à l'élaboration d'une société, en, pourquoi pas, participant à la production d'une avancée scientifique ou en pensant au modèle qui va l'utiliser. Je trouve que c'est important dans notre société du XXIe siècle aujourd'hui, justement basée sur la connaissance et l'économie de la connaissance, de se dire que voilà, ils peuvent aussi être des participants de ce que la science apportera à un monde, un futur qu'on souhaite voir se développer. Alors, dernière question. Dimanche, le thème de cette conférence sera le spatial fait-il toujours rêver ? Mais je ne pourrais pas interviewer les intervenants parce que je fais partie des intervenants, donc ça n'a aucun sens. Donc je vous pose la question, est-ce que le spatial te fait toujours rêver, Roland, si tant est qu'il t'a fait rêver ? Ah ben moi, le spatial m'a fait rêver, évidemment. Hein. Moi, j'ai pas vu l'alunissage, évidemment. J'étais trop petit. T'étais trop jeune ? Ouais, j'étais un peu petit. J'avais un âge positif, mais pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup. Et ensuite, moi, le spatial, le développement des fusées Ariane, la navette spatiale, les stations Mir, les stations Skylab en 73. Moi, la station Skylab, les orbitages, j'en ai entendu parler. J'étais un peu plus grand et je m'intéressais déjà au spatial. Oui, ça m'a fait rêver. Et quand j'ai découvert la littérature de science-fiction, j'ai dit, c'est ça que je veux lire. C'est ça qui est intéressant, comme littérature qui, moi, me touche. Et donc, il y a toujours l'envie d'espace, d'exploration, du système solaire, et même au-delà. Moi, le système solaire, moi, c'est les étoiles qui m'intéressent. Hein. Moi, c'est Mars, je monte. Bien sûr. Pour aller vers Jupiter, je monte. Mais voir Mars en vrai à la surface, je suis d'accord, ça me ferait plaisir. Mais être en orbite autour de Jupiter ou de Saturne et de la voir en vrai, même si les photos de Cassini, ça rigole pas, c'est la classe. Mais avec tes vrais yeux le voir, fini, je signe tout de suite. Et moi, après, c'est les étoiles qui m'intéressent aussi. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que donc il y a un moteur de rêve, évidemment. Et en même temps, il y a aussi, maintenant, comme physicien, comme astrophysicien, même professionnel, et comme je participe beaucoup à la diffusion des connaissances scientifiques, donc d'utiliser ça, comment on en parle de ça, à la fois comme un motivateur, mais aussi de réfléchir à qu'est-ce qu'il faut pour faire ça, quelles sont les conséquences si on fait ça, quel monde il faut pour faire ça, du point de vue de l'énergie, du point de vue des matériaux, du point de vue alors qu'on est dans le monde qu'on connaît, avec des tas de problèmes au niveau du sol. Il n'y a pas besoin de monter très haut pour avoir des soucis. Donc, on n'est déjà pas capable de faire une base permanente, annuelle, dans l'Antarctique. Donc il y a Concordia. L'hivernage, ils en mettent quelques-uns. Maintenant, ils font des hivernages. Ils sont 18-19 depuis 10 ans. Mais c'est assez récent, et c'est pas facile. Et donc, ça veut dire que déjà dans des zones comme ça, c'est compliqué. Alors, donc c'est réalisé. C'est toujours pareil. C'est d'utiliser ce merveilleux, ce rêve, cette envie qu'il faut garder parce que c'est ça qui motive pour faire des choses. Et en même temps, de l'utiliser de façon réflexive, de se dire, ah oui, mais alors, pourquoi on n'y arrive pas finalement ? Pourquoi on ne fait pas Star Wars ? Pourquoi on ne fait pas encore ci ou là dans l'espace ? Et de réaliser nos limitations, ce qu'il faudrait pour les franchir, et parfois ce qu'il faudrait pour les franchir est si difficile, c'est pas que ce soit pas pensable techniquement, il n'y a pas besoin d'une physique nouvelle à inventer, mais c'est suffisamment difficile pour que ça le rejette dans un horizon un peu lointain, disons, un peu lointain, dans un contexte qu'on peut connaître par ailleurs, d'énergie qui va décroissant sur Terre, de problèmes de toutes sortes. Donc voilà, c'est remettre tout ça en contexte. C'est ça qui m'intéresse maintenant le plus, c'est garder cette motivation vers l'espace, mais de ne pas décoller complètement, de garder un peu les pieds sur la Terre et la tête au niveau de Saturne. Voilà, ça c'est ça la difficulté du travail. D'avoir ce point de vue de Sirius, comme disait Voltaire dans Microméga, c'est de regarder, de faire ce détour pour regarder la Terre telle qu'elle est maintenant, et le seul monde qui compte, c'est là où on vit, ici et maintenant. Enfin, je veux dire, le reste c'est plaisant, mais c'est ici et maintenant qu'on vit. Et vous, Claudie, vous avez aperçu une évolution de la manière dont le grand public perçoit le spatial. Est-ce qu'il y a eu une petite baisse de régime à un moment dans le rêve que ça produisait auprès des gens ? Ou pas ? Peut-être comme Roland le disait tout à l'heure, effectivement, on n'en est plus au stade aujourd'hui où on attend le décollage et l'atterrissage d'une fusée en interrompant les autres émissions. À la limite, on ne sait même pas qu'il y a des gens dans la Station Spatiale Internationale. On le sait quand Thomas Pesquet y est. C'est ça. Et puis sinon, très souvent, ça n'apparaît pas. Moi, je trouve que la matière spatiale, l'espace, c'est une matière absolument en or, comme je dis souvent, parce que ça nous permet à la fois d'avoir cette exploration, de dépasser des limites, d'aller pourquoi pas, effectivement, sur des planètes très très lointaines. Ça nous permet d'avoir ce regard sur la Terre, on l'a évoqué aussi, de mieux éventuellement prévenir ou en tout cas contrôler des catastrophes, à servir l'agriculture, à servir
la mise en lien, l'interconnexion des individus, leur géolocalisation. Bon, on sait tout ça, cet espace à la fois utile pour tout un chacun, cet espace utile à nos sociétés, et puis cet espace qui nous permet d'explorer. Et moi, simplement pour conclure, je me souviens toujours cette conférence où j'avais devant moi des enfants tout petits, un petit garçon de 8 ans qui vient me voir à la fin de la conférence et qui me dit « Madame, vous qui êtes allée là-bas, est-ce que vous pourriez me dire, y a-t-il un bout à l'univers ?» Ça, c'est une merveille. Le bout d'univers, alors, c'est ça. J'ai pas su donner la réponse, mais y a-t-il un bout à l'univers? Merci beaucoup. Si vous aviez la possibilité d'aller sur la Lune dans les prochaines années, vous iriez? Je signe tout de suite, oui. Ça me va. Tous les trois, on y va tous les trois. On y va moi j'y vais. C'est pas très sûr qu'on nous non, prenne, moi mais beaucoup moins. on peut toujours demander. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, merci à vous. Merci. Merci Florence, merci à toi.